Bonjour à tous, c'est Miguang Et ça pour le courrier des auditeurs de ce samedi, mais c'est également le tout dernier courrier de 2024 qui se conclut. Oui, tout à fait. Donc évidemment, il y aura des nouveaux concours. Oui, mais avant cela, nous aimerions vous rappeler, nous avons déjà annoncé dans les précédents courriers des auditeurs qu'à partir du janvier prochain, il y aura un petit changement de notre grille de programme du service français. Oui, alors ça concernera quoi exactement? Ça concerne l'émission Femmes d'ombre et Femmes lumière de Florian Dai et l'émission Taïwan en ébullition de François-Xavier Boulet. On va inverser le jour de diffusion de ces deux programmes. Donc, ils échangent entre jeudi et vendredi. Tout à fait. Donc, vous pouvez écouter Taïwan en ébullition le jeudi et Femmes d'ombre et Femmes de lumière le vendredi. À partir du mois de janvier. Voilà. Donc, c'est la semaine prochaine. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est donc par rapport à notre grille de programme. Et une deuxième annonce, c'est par rapport à l'activité que RTI a organisée, ma connexion à RTI. L'activité est bien conclue et comme l'indiqué dans l'énoncé de l'activité, vous allez recevoir une carte spécialement éditée par RTI pour les auditeurs qui ont participé à cette activité. Seulement, selon les règlements que je trouve personnellement un peu étranges, c'est que chaque participation pouvait recevoir une carte de notre part. Cela veut dire que si vous avez envoyé 5 différentes participations, vous allez recevoir 5 fois la même carte. Ah d'accord. Du coup, on a marqué sur les cartes qui viennent de partir que si vous souhaitez avoir plusieurs exemplaires, vous pouvez nous signaler. Voilà. D'accord. Donc, chaque personne, chaque auditeur qui a participé à cette activité peut recevoir au moins une carte pour témoigner la participation de cette activité. Et si vous en souhaitez d'autres exemplaires, n'hésitez pas à nous le dire, en fait. Les réponses qu'on avait reçues à cette activité étaient très touchantes. Tout à fait. Ouais. Ça rappelle même des voix découvertes par nos auditeurs, notamment celle de Tiffen à travers les ondes, alors que les auditeurs ne connaissaient pas du tout Taïwan. En fait. Et je crois qu'il y a des auditeurs qui commençaient à écouter RTI avant l'arrivée de Tiffen. Oui, c'est cela, oui. Donc, ils sont beaucoup plus anciens que nous, en fait. Voilà. Tout est relatif, finalement. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette activité. Et maintenant, nous allons annoncer les concours du mois de janvier et du premier trimestre 2025. Je crois qu'on peut ne pas rappeler le concours du mois de décembre. Oui, parce que là, on est vraiment à la toute fin du mois de décembre. Alors, pour le mois de janvier, la question que vous attendez avec impatience, évidemment, c'est quelle a été la réaction du gouvernement taïwanais suite au passage du cyclone Chido à Mayotte? Oui, c'est vrai que c'est un événement dont Taïwan parle beaucoup en fait dans les médias parce que c'est pas souvent qu'on entend un cyclone qui fait autant de dégâts dans cette région en fait. Du coup, le gouvernement taïwanais a décidé d'agir. Et nous avons traité cette action dans nos actualités. Oui, tout à fait. Donc, ça ne sera pas trop difficile de trouver la réponse, je pense. Et il y aura 6 heureux gagnants qui auront la chance de gagner un porte-clés. Oui, mais pas n'importe lequel. Voilà, en forme de canard jaune, très rigolo. Parce que ce canard a les yeux qui sortent de la tête quand on appuie dessus. Voilà, ça c'est un petit cadeau que Tiffen a retrouvé sur le marché. Elle a trouvé ça tellement adorable. Donc, c'est un tout petit canard de 2 cm, peut-être 2 à 3 cm. Et vous pouvez appuyer sur ce petit canard pour que ses yeux ressortent. Ça plaira bien aux enfants. Je pense, même les miens, je pense qu'ils auront envie de jouer avec. Mais malheureusement, c'est uniquement pour les auditeurs, pas pour nos familles. Oui, mais s'ils jouent avec, ils vont emporter les clés avec, donc c'est un peu problématique. Mais bon, il y a un risque à tout. Oui, tout à fait. Voilà, il y en a donc 6. Et vous pouvez participer à ce concours jusqu'au 31 janvier. Oui, tout à fait. C'est facile, c'est une question relativement facile pour bien débuter l'année. Et alors, pour le concours trimestriel, c'est une question facile, mais je pense qu'il va vous inspirer aussi. C'est quelles 3 actualités qui se sont déroulées à Taïwan en 2024 vous ont le plus marqué et pourquoi?
On vous invite donc à partager avec nous ce que vous avez lu, écouté tout au long de 2024 concernant Taïwan. Et je pense qu'il y a des événements qui ont plus ou moins marqué pour des raisons différentes. En fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées c'est clair. en cette année. Et du coup, nous aimerions bien connaître votre point de vue en fait, pour savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous préoccupe. Donc, ce sera utile pour nous aussi. Oui, tout à fait. Je pense que si vous posez cette question aux Taïwanais par rapport aux auditeurs des pays francophones, les réponses seront très variées aussi, en fait. Et donc, il y aura seulement 3 heureux gagnants, mais les cadeaux qu'ils vont gagner vont être magnifiques parce que ce sera des carnets de notes que je viens de voir et qui sont vraiment très beaux. Oui, c'est avec il y a une petite matsu qui est dessinée sur certains, d'autres c'est avec des caractères chinois. En fait. En calligraphié, donc c'est très joli. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours trimestriel. Et bien sûr, avant de répondre à vos questions et de saluer vos rapports d'écoute, nous souhaitons présenter tous nos meilleurs vœux pour l'année 2025 parce que ça va arriver très rapidement. Très vite. Voilà, donc toute l'équipe du service français se rejoint à nous pour vous présenter nos vœux en fait. Voilà, de bonheur. Santé, bonheur et puis toujours l'écoute d'RTI, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une obligation à faire pour 2025. Ouais, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que ça va de soi, n'est-ce pas, tout simplement. Oui, je plaisante. Voilà, donc nous allons maintenant répondre aux questions de nos auditeurs. Et j'ai envie de commencer avec une question qui sort de l'ordinaire pour débuter, pour clôturer, décidément, aujourd'hui j'ai un problème, l'année 2024. J'ai envie de parler de la beauté physique. C'est pas souvent qu'on apporte ça, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai remarqué qu'au bureau, il y a certaines personnes qui s'y intéressent plus que d'autres, notamment avec notre calendrier qui est accroché au mur, qui attire l'attention de ça, il faut expliquer, en fait, parce que chaque année, on ne sait pas pourquoi le service français a droit à un calendrier des pompiers. Taïwanais, bien sûr, et de différentes villes. Et depuis 2 ans, c'est les pompiers de Hsinchu. Et du coup, chaque mois, ça nous fait découvrir la beauté physique, entre guillemets. Je savais pas qu'on était le seul service à recevoir ce calendrier. Oui, en fait, c'est l'administration générale des langues étrangères qui reçoit. Donc, ils en gardent un exemplaire dans le bureau de l'administration en général. Et le service français a l'honneur, je ne sais pas pourquoi, d'en avoir un. Ce qui nous permet d'avoir un calendrier bien grand, en fait, accroché au mur. C'est surtout ça, en fait. C'est peut-être notre réputation, je sais pas. Ah bon? Mais en tout cas, récemment, il y a eu le concours de Miss France 2024. Ah oui. Et ça nous a valu une question de Christian Guibaudo, qui nous a demandé s'il y a eu des concours de beauté équivalents, comme Miss Taïwan ou Miss République de Chine. Donc sa question est posée de manière très intéressante. Oui, en fait, quand j'étais petite, j'adorais regarder ce genre de compétition à la télévision. Cela veut dire que ça existe bien longtemps, en fait, depuis bien longtemps. Oui, alors en fait, Miss Taïwan, mais qui s'appelait à l'époque Miss Republic of China, République de Chine. 中国小姐. 中华民国小姐. Ah, 中华民国. Donc, 小姐, ça veut dire mademoiselle, Miss. Et 中华民国, c'est la République de Chine. Et il faut faire attention quand je regardais encore, c'est-à-dire c'était plus 中国小姐, donc Miss China. Mais ça peut être une abréviation de la République de Chine aussi, en fait. Voilà, donc apparemment, c'est l'appellation qu'on utilisait entre 1960 et 90. Et je peux dire que l'épouse de l'ancien vice-président de la République, Lian Zhan, son épouse était une Miss China. Ah oui, voilà, d'accord. Une beauté. Mais ça n'a pas duré tout le temps. En fait, il y a eu une interruption. En fait, les premiers concours datent de 1960 et jusqu'en 1964. Ensuite, ça a été interrompu pour plusieurs raisons, notamment des raisons financières, mais aussi le fait que le gouvernement n'aimait pas trop ce genre de divertissement. Il voulait plutôt se concentrer sur les efforts de lutte contre la Chine communiste. Enfin bon, il y a plusieurs raisons. Ça pouvait déranger les soldats.
Mais c'est vrai que les organismes, surtout américains, qui étaient à l'origine de ces concours mondiaux surtout, sont revenus à l'époque vers le gouvernement ici et les a encouragés à reprendre, ce qu'ils ont fait en 1988, mais ce n'était pas tous les ans non plus. Et ensuite, en 2001, la Chine a établi Miss Chine. Oui, donc effectivement, le véritable Miss China. Et donc, disons qu'il y a eu aussi à Taïwan, dans les années 90, une évolution vers l'appellation Miss Taïwan, mais en local à Taïwan. Cependant, sur la scène internationale, parce que en fait, une fois qu'on est Miss Taïwan, l'objectif, c'est de participer à Miss Monde, Miss Univers, etc. Comme il y a maintenant Miss China en Chine, et que souvent les organisateurs n'acceptent pas l'appellation Miss Taïwan. C'est un peu comme pour les Jeux Olympiques. Alors, il y a certains concours, et puis ça dépend des années aussi, qui acceptent le nom Miss Chinese Taipei, et d'autres fois, c'est Miss Taipei carrément. Donc, ouais, c'est pas facile. Alors, il y a juste le concours de Miss International, qui est, je pense, un peu moins connu que Miss Univers et Miss World, Miss Monde. Donc, parce que Miss International est organisée au Japon. D'accord. C'est plutôt régional. Et là, effectivement, c'est la Miss Taïwan qui participe. D'accord. Et donc, connais-tu le nom de l'actuelle Miss Taïwan ? Pas du tout. Je savais même pas qu'on organisait encore ce concours, en fait. Si, tu t'y intéresses plus, c'est bizarre. En vieillissant, on commence à comprendre des choses, en fait. Alors, le nom de l'actuelle Miss Taïwan, c'est Oceana Ling Kui-rae. Enfin, elle a un nom un peu occidental, enfin à moitié. Je sais pas trop, elle doit être peut-être métisse. Son nom en mandarin, c'est Lin Xiaohai. C'est joli, ça veut dire la petite mer, la petite océan, c'est ça, Oceana. Et elle a été classée dans 20e au niveau de Miss International au Japon en 2024. Donc, c'est pas mal comme classement, en fait. Tout à fait. Et puis, pour info, je ne sais pas pourquoi on connaît moins, mais il y a aussi Mister Taïwan, et comme il y a Mister France, mais bizarrement, c'est moins connu quand même. Comme quoi. Du coup, c'est toujours organisé à Taïwan, en fait. Mister Taïwan. Ouais. Et même en France, moi, je ne savais même pas, mais voilà. Donc, peut-être qu'on va mettre une photo pour l'article de la Miss Taïwan. Mr. Taïwan. Mr. Taïwan. C'est plus difficile à retrouver, en fait. Si, peut-être. On va voir s'il y en a dans la base de données. En tout cas, ils sont très baraqués, quoi. C'est vraiment Ça devient les compétitions de la musculation, en fait. Je trouve qu'ils ressemblent pas trop aux Taïwanais normaux qu'on croise dans la rue, quoi. Mais, C'est sûr. De toute façon, les Miss Monde, on les croise pas dans la rue non plus. Et sinon, je crois qu'il y a aussi un autre type de concours, mais organisé, toujours concours de beauté, mais organisé au niveau université. D'accord. Donc, je crois qu'on peut élire des Miss Université de Taïwan, Mister Université de Taïwan. D'accord. Ok. Voilà sur ce sujet. Merci beaucoup à Christian Guibaudot pour sa question. C'est vrai qu'on en parle, enfin, j'y pense même plus qu'il y a cette organisation à Taïwan, en fait. C'est vrai que les médias taïwanais ont parlé et ont vu la photo de Miss France aussi. Oui. D'accord. Comme quoi, c'est vraiment international. Voilà, donc merci beaucoup à Christian Guibaudot. Et maintenant, nous allons répondre à une question de Philippe Marsan qui nous écoute également en France. Cette fois-ci, par rapport à l'année qui se conclut, en fait, parce que c'est par rapport au dragon. Il souhaite savoir l'image que véhicule le dragon. Est-ce positif? Et sa représentation est-elle la même qu'en Chine continentale? Quand a lieu la fête? On n'a pas vraiment une fête de dragon, en fait. Ça, mais par contre... Tu en as parlé récemment dans un décryptage. Oui, c'était le 25 décembre. Je me suis dit, on va éviter des sujets politiques pour quelque chose de plus joyeux. Du coup, j'ai parlé d'une nouvelle fontaine de dragon créée à l'entrée principale du Grand Hôtel, qui est une reproduction du dragon tel qu'il est conçu par les Japonais dans les années 1910. Alors que pendant longtemps, on avait cru qu'un autre dragon qu'on voyait depuis longtemps, en fait, au musée, à l'hôtel, pardon, c'était
l'œuvre authentique. Ah oui, Alors, d'accord. c'est pas du tout vrai, mais du coup, on a fait une reproduction du style à l'ancienne, en fait. Voilà. Et du coup, ça tombe bien. Ça me permet de parler du dragon. Et en fait, pour le monde chinois, je crois que c'est très différent par rapport en Occident. Le dragon est plutôt positif. Voilà. Et pendant longtemps, c'est considéré comme un symbole capable d'apporter la pluie pour nourrir la terre. Et c'est aussi un signe, un symbole de pouvoir impérial, en fait, de l'empereur. Pendant longtemps, seul l'empereur pouvait utiliser le motif de dragon. Ah oui, d'accord. Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la Chine, vers le nord de la Chine, on a déjà découvert des poteries et des antiquités qui datent il y a 8000 ans d'ici, en fait, donc néolithique. Et avec des motifs de dragon. Ça veut dire que depuis longtemps, le monde chinois a la croyance en cet animal, entre guillemets, et aussi l'effet positif, le pouvoir positif que cet animal possède en fait sur les humains. Mais peut-être qu'ils en ont vu, on ne sait jamais. C'est ça la grande question. Du coup, il y a toute une recherche du côté de Taïwan et aussi du côté de la Chine sur le modèle d'origine du dragon, parce qu'on sait que le dragon n'existe pas. Enfin, tout au moins, parce qu'on sache. Et du coup, il y a des études en Chine qui disent que le dragon, il n'est pas entièrement imaginé. Il y a peut-être des animaux qui ressemblaient et qui ont inspiré le dragon. Certains chercheurs estiment que ce que les Chinois anciens décrivaient comme dragon pouvait être des crocodiles. Ah oui. Moi, je pensais plutôt à des iguanes... ou quelque chose comme ça, mais du coup, avec des ailes, finalement. Mais... Avec des ailes, et parce que le dragon peut s'envoler dans l'air, mais peut aussi plonger, en fait. Et du coup, déjà, la théorie existe en 1934, et le professeur avait dit qu'il y a 27 différentes variétés de crocodiles, et il y a une sorte qui s'appelle Yangzi, qui, apparemment, c'est des amphibiens. Et du coup, ça pouvait plonger sous l'eau avec 5 griffes aussi. Et en fait, c'est surtout ces 5 griffes qui fait penser que ça pouvait être inspiré des crocodiles, parce que le monde chinois, lorsque le dragon est représenté, il y a toujours 5 griffes. D'accord. Alors que c'est 3 griffes au Japon et 4 en Corée. Ah bah ça, je savais pas. On ne sait pas pourquoi, même si on pense que l'origine de cette croyance pouvait provenir de la Chine vers le Japon et la Corée, en fait. Voilà. Et du coup, certains disent que ça pouvait aussi être inspiré du serpent. Bien sûr, c'est la ressemblance, parce qu'on dit que le corps du dragon provient du serpent, en fait. Je trouve que ça ressemble quand même plus à un crocodile. Je sais pas, parce que le serpent, c'est trop fin. C'est effectivement trop fin. Mais il y avait des écailles. Enfin, le crocodile, c'est pas assez long. Donc oui. En tout cas, pour beaucoup de gens, le dragon représente des légendes de toute imagination. Et il y avait beaucoup de descriptions différentes qui rendent cet animal mystérieux. Et déjà, à l'époque, selon l'encyclopédie de Guanzi, en fait, qui date il y a 700 ans, 7 siècles avant Jésus-Christ, en fait, et qu'il disait que le dragon était né de l'eau et qui pouvait devenir très très petit comme le reste de bougies, mais qui peut aussi être très très grand pour dominer le monde et voguer en fait dans les nuages. Donc déjà à cette époque-là, il y avait des imaginations très différentes de ce dragon, sur le dragon. Et en fait, ce qui est important à noter, c'est que le dragon n'est pas simplement représenté dans les différentes architectures, dans les différents arts. C'est aussi ça a aussi une influence dans l'astrologie. Oui, tout à fait. C'est l'année du dragon. C'est l'année du dragon. Les dernières semaines de l'année du dragon, là. Oui, mais aussi dans le calendrier traditionnel du monde chinois. Parce que, traditionnellement, le 2e jour du 2e mois de l'année lunaire est le jour où le dragon lève la tête vers le ciel.
Et on appelle ça, on l'appelle aussi le dragon du Nouvel An. Et on dit que depuis ce jour, après donc que le dragon lève sa tête, il y a la pluie. Donc, c'est la saison de la plantation. Ah, d'accord. Agricole. Dis donc, j'ai appris plein de choses. Merci pour cette question. C'est intéressant, en fait. Merci beaucoup à Philippe Marsan d'avoir posé cette question, mais on doit aussi préciser que, on disait tout à l'heure qu'il y avait des recherches en Chine, mais aussi à Taïwan concernant l'origine du dragon. Un scientifique taïwanais avait dit en 2007, il pense que le dragon ne pouvait pas provenir ni de crocodile, ni de serpent, parce que ces deux animaux sont au sol. Du coup, ils pensent que ça peut provenir plus des phénomènes naturels, comme le cyclone, qui prennent des formes différentes et qui sont très violents, en fait, parfois. Voilà. Donc, mais ça, encore une fois, ça peut pas être prouvé de toute façon. À fait. Voilà, c'est la belle légende concernant le dragon, en fait, pour le monde chinois. Et c'est intéressant que, en Europe, il y a aussi des légendes à propos des dragons, même s'il n'a pas du tout la même signification. Oui. Mais voilà, c'est un animal mythique qu'on retrouve finalement. Et qui ressemble pas du tout à celui du monde chinois, en fait. Il est plus corpulent. Alors que le monde chinois... Il est plus long, quoi. Oui, pense à un serpent, plus gros qu'un serpent. Voilà. Merci beaucoup à Philippe Marsan d'avoir posé cette question. Et on enchaîne avec une question de Siddhartha Bhattacharya qui nous l'a envoyée depuis l'Inde. Et donc, il nous a demandé est-ce qu'à Taïwan, on fête, entre guillemets, ou on fait quelque chose, disons, le jour de sensibilisation du cancer du sein qui tombe le 13 octobre. Combien de personnes ont un cancer du sein à Taïwan? Est-ce qu'il y a des programmes de sensibilisation? Alors, en fait, c'est aussi un sujet d'actualité, en fait. Oui, tout à fait. Alors, en fait, à Taïwan, on ne fête pas vraiment la journée internationale du cancer du sein, mais le mois d'octobre, justement, c'est le même mois, il y a tout un mois de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein à Taïwan, presque tous les ans. Et puis, il faut dire aussi qu'en automne, presque tous les ans, ces dernières années, il y a des symposiums internationaux sur la recherche concernant le cancer du sein qui sont organisés à Taïwan aussi. Comme dans beaucoup de pays, industrialisés notamment, le cancer à Taïwan, c'est la première cause de décès, et ce, depuis plus de 40 ans. Oui. En fait, un cancer est diagnostiqué toutes les 4 minutes à Taïwan et une personne meurt du cancer toutes les 9 minutes. C'est rapide. C'est beaucoup, en fait. Oui, ça représente un quart des décès à Taïwan et à peu près 53 000 décès par an. Donc, les cancers les plus fréquents à Taïwan, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est les colorectal. Colorectal, aussi poumons, en fait. Oui. Et sein, cancer du sein. Pour les femmes. Voilà. La première cause de décès, je crois. Oui, pour les femmes, le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité. Et le cancer du foie. Bon, il y a aussi d'autres cancers, mais on ne va pas tous les citer. Oui, bien sûr. Alors, pour le cancer du sein, il y a un dépistage qui est encouragé au niveau national dès 1999. Et donc, c'est pour les femmes de 45 à 69 ans, à travers des mammographies. Et par exemple, en 2023, il y a eu 923 000 mammographies, de près de 1 million de mammographies. Oui, parce que dès qu'on est atteint du cancer du sein, on est censé de faire régulièrement ce genre d'examen. Peut-être que c'est aussi pour ça. Pour le suivi, en fait. Pour le suivi. En tout cas, il y a eu, grâce à ces mammographies, 5400 cas de cancer du sein qui ont été détectés, dont 60% ont été détectés quand ce n'était pas encore trop grave. Donc précoce. Voilà. Mais malgré tout, il y a quand même 34% des femmes taïwanaises entre 45 et 69 ans qui n'ont jamais fait de mammographie, d'après les statistiques du ministère de la Santé. Alors qu'en fait, actuellement, la Sécurité sociale encourage de faire une mammographie pour ces âges-là tous les 2 ans. Ouais. Parce que même quand je vais dans un hôpital ou dans une clinique, on me pose naturellement des questions pour savoir si j'ai fait une mammographie durant l'année. Sinon, il faut aller le faire, en fait. On m'encourage automatiquement, en fait.
Et donc, tu disais que c'était dans l'actualité, Oui. parce qu'effectivement, cette semaine, le ministre de la Santé a en fait annoncé un nouveau programme à partir du 1er janvier 2025. Oui. Le gouvernement taïwanais va abaisser l'âge pour le dépistage de plusieurs cancers, dont le cancer du sein. Donc, on pourra être éligible à partir de 40 ans. Donc, pour avoir des mammographies, faire des mammographies gratuitement. Et l'objectif, mais c'est pas que pour le cancer du sein, ça concerne aussi d'autres cancers. Et donc, l'objectif du gouvernement, c'est de réduire la mortalité par cancer de 1/3 d'ici à 2030. C'est ambitieux comme objectif, mais ça passe surtout par le dépistage précoce, en fait, pour éviter... Enfin, ça passe pas que par le dépistage précoce, ça passe surtout par une meilleure hygiène de vie. Tout à fait, mais je veux dire que c'est dans la politique annoncée par Lai Ching-te, en fait. C'est surtout la mesure qu'on voit pour l'instant. C'est vrai, parce que changer d'hygiène de vie, manger plus sainement, être moins stressé, c'est pas toujours aussi facile que ça. Mais Je crois que l'une des choses qu'on doit citer aussi, c'est que les Taïwanais mangent de manière très sucrée, surtout dans les boissons à emporter. C'est vrai. Qui se trouvent dans tous les coins de rue. Et en général, ce qui est sucré n'est pas très favorable pour la santé à partir de certaines doses, en fait. Et du coup, je pense que ça joue sur ce plan aussi. Ça s'inscrit aussi dans le régime alimentaire. Oui. Voilà, encore une question qui était très intéressante, même si c'est pas très réjouissant pour terminer. On va changer d'idée. On va parler des ananas pour répondre à une question de Jacques Augustin. Après avoir écouté l'une de mes émissions qui parlait d'une famille qui, de 3 générations, produit des ananas. Il souhaite savoir si Taïwan reste l'un des principaux pays exportateurs des ananas du monde. En tout cas, l'ananas, c'est sucré, mais c'est bon pour la santé. Oui. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Taïwan, on se dit, on est royaume des ananas parce que dans les années 70, Taïwan était le premier pays au monde en termes d'exportateurs des ananas en conserve. Voilà. Et à l'époque, donc, Taïwan plantait beaucoup d'ananas et c'était une technique qui est déjà introduite par le gouvernement japonais, mais développée largement par le Kuomintang. Mais par la suite, avec le développement de la société, la production à Taïwan devient plus chère, ce qui fait que les ananas sont moins compétitifs par rapport à ceux produits en Asie du Sud-Est, par exemple. Mais je trouve qu'ils sont excellents, hein, les ananas taïwanais, pas ceux qui sont en boîte, mais ceux qui sont frais. Oui, et dans les années en 71, lorsque Taïwan exportait les ananas, on pouvait en produire 350 000 tonnes par an. C'était l'apogée, mais ça a commencé à chuter pendant de longues années jusqu'à ce qu'on revienne à un niveau un peu plus équivalent avant des années 70, en fait. Et là, malheureusement, Taïwan n'est toujours pas le principal pays exportateur d'ananas. Le principal pays, tu sais, c'est lequel? Je dirais le Vietnam, je ne sais pas. Non, c'est Costa Rica qui occupe 50% des exportations des ananas au monde. Et c'est essentiellement vers les États-Unis. D'accord. Et Costa Rica est suivi par les Philippines. Mais nous, on a la chance de pouvoir manger les ananas taïwanais. Produits localement, qui sont tout aussi bons. Voilà, donc merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question. Merci à tous d'avoir suivi Courrier des auditeurs de cette semaine, présenté par Sasa et Meg. Et bonne année. Bonne année. On vous retrouvera en 2025 pour répondre à vos nouvelles questions.